Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 27 octobre 2020. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée au développement économique en Égypte. Et pour commencer, nous allons commencer par un rapport de la Banque mondiale qui, une fois de plus, fait l'éloge de l'économie égyptienne et de son développement. Voyons ça. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashrat, a affirmé que les constats positifs prévoyant la croissance de l'économie égyptienne durant la pandémie de Covid-19 reflétaient l'efficacité et le succès du programme de réforme économique mis sur pied durant la période 2016-2019 et la capacité des projets nationaux et ceux d'infrastructures menés dans l'ensemble des secteurs à renforcer la cohésion de l'économie en dépit de la crise du coronavirus, et ce au moment où la plupart des pays de la région connaissent une régression. Le groupe de la Banque mondiale a maintenu ses prévisions de croissance positive pour l'économie égyptienne selon le rapport sur le développement économique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ce qui met en évidence le succès de l'économie à absorber les répercussions de la pandémie mondiale grâce aux mesures adoptées ces dernières années qui ont permis d'aller de l'avant dans l'application de l'agenda du développement national. C'est ce qu'a indiqué la ministre de la Coopération dans un communiqué. Elle a également déclaré que le rapport de la Banque mondiale intitulé Commercer ensemble vers une relance de l'intégration de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord dans l'ère post-Covid avait prédit le redressement de l'économie égyptienne durant l'exercice financier 2022-23, anticipant une croissance de 3,5% au cours de cette année et une légère baisse de 2,3% l'an prochain. Et pour parler de cela plus en détail, nous avons en ligne Dr Bessem Amar, économiste. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, comme on vient de le voir, un rapport assez positif de la Banque mondiale concernant le cours et le développement de l'économie en Égypte. À votre avis, à quoi est dû ce développement? En fait, c'est dû à plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, l'Égypte a réalisé des réformes très importantes, nécessaires, depuis 2018, qui ont donné leurs fruits et qui ont permis à l'économie égyptienne d'être beaucoup plus résiliente face aux chocs en général, mais au choc de Covid-19 en particulier. Donc les réformes ont joué un rôle majeur. Mais également, la manière dont le gouvernement égyptien a réagi face à la crise en optant, comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays, mais nous, en Égypte, il y a eu une anticipation un petit peu de comment gérer de manière optimale la réaction au Covid, en n'ayant pas recours à un confinement total de la population, ce qui aurait pu avoir des impacts très très négatifs sur l'économie. Et donc ce choix très sage, on va dire, de laisser l'économie tout en surveillant de près l'évolution de la pandémie, a permis de bien maîtriser l'impact et de le minimiser, et de pouvoir avoir des taux de croissance positifs, ce qui est un fait relativement rare parmi tous les pays de la région, mais des pays émergents, et pouvoir avoir aussi une reprise assez robuste pour l'année prochaine. Mais à votre avis, quels sont les projets qui ont vraiment été à la base de ce développement économique? Nous avons vu l'Égypte a entamé énormément de projets au cours des 6 années précédentes, que ce soit sur le plan de l'industrie, de l'agriculture, de l'infrastructure, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui a vraiment apporté ses fruits, malgré le coût porté quand même jusqu'à présent au tourisme? Absolument. Mais, tout d'abord, la stabilité économique que le pays a connue à travers le programme avec le Fonds monétaire international, la mise en place des réformes et autres, a permis d'assainir l'environnement de l'investissement, surtout les niveaux de l'investissement. C'était la première étape. Mais également ce qu'on appelle les méga-projets, les projets de très grande envergure, notamment le canal de Suez et les projets d'extension économique à l'est du canal de Suez dans le Sinaï, portent leurs fruits. Ça va vraiment transformer
l'Égypte en une plaque tournante du commerce international, avec des multinationales qui vont venir s'implanter en Égypte. On a entendu récemment que par rapport au Covid-19, par exemple, les compagnies chinoises, européennes, américaines envisagent de produire en Égypte les vaccins lorsqu'ils seront prêts pour les exporter ensuite de la manière la plus efficace qui soit au monde entier. Donc ça aussi, ça a joué un rôle très important. Mais comme vous l'avez à juste titre souligné, les développements de l'infrastructure, l'infrastructure routière, les transports, donc c'est un chantier qui était énorme et on peut s'en rendre compte assez facilement lorsqu'on prend la voiture et qu'on va des quartiers, on va dire, à l'extérieur du centre-ville vers le centre-ville ou vice-versa, que la circulation est beaucoup plus fluide. Et ça a demandé pas seulement des planifications, mais une mise en œuvre très précise et pour ne pas apporter plus d'engorgement, mais au contraire, donc ça a été fait de manière assez sans que la population ne s'en rende même compte, mais ça a débloqué énormément la circulation et les transports. Bon, docteur Amar, vous qui êtes résident en Europe, vous pouvez nous dire quels sont les secteurs qui ont vraiment été affectés par cette pandémie en Europe? En Europe, là, oui, en Europe, là, actuellement, donc je suis à Monaco, en France, et le secteur, pas le secteur du tourisme, on va dire, mais tout ce qui est restauration, tout le secteur restauration est énormément affecté. Aujourd'hui, on a un confinement de 9h du soir jusqu'à 6h du matin. Les restaurants sont fermés et même avant, on avait demandé aux restaurants de fermer et de ne pas servir parce que donc les restaurants et les bars, paraîtrait-il, véhiculent plus que d'autres secteurs la propagation de la pandémie. Et donc c'est un secteur qui souffre énormément. Mais ça c'est en premier lieu. Mais également, on pouvait s'en rendre compte, donc tout ce qui est lié au transport, à la vente des marchandises dans les supermarchés, dans les malls et autres, tout ça se ralentit puisque la population elle-même a peur de sortir, a peur d'aller dans des endroits où il y a des foules, n'a pas envie de porter un masque tout le temps, donc ils préfèrent rester chez eux. Donc d'un côté, tout ce qui est secteur de vente, on va dire, et de commerce normal comme on le connaît, s'affaiblit. Et au contraire, tout ce qui est vente en ligne connaît une épopée et un essor considérable. Bien sûr. Bon, quelle est la situation vraiment actuelle maintenant en France? Et surtout avec le confinement. Et c'est un confinement total, partiel. Les écoles fonctionnent-elles ou pas? Ça dépend des villes, mais dans une grande partie des villes, oui, les écoles continuent à fonctionner. Et le confinement est partiel, donc il est de 9h du soir jusqu'à 6h du matin. Encore une fois, pas partout en France, mais dans la plupart des villes, hein, dans les trois quarts des villes françaises, il y a ce confinement, comme on l'avait vu en Égypte pendant le pic de la crise. Il y avait des confinements de 9h, 10h du soir jusqu'à 5h, 6h du matin. Là, c'est plus ou moins le même contexte. Ce qui est malheureusement alarmant, c'est le nombre de personnes admises en réanimation qui augmente constamment. C'est le manque probablement d'infrastructures de réanimation pour pouvoir être au secours des personnes les plus fragiles. Et on espère que le nombre de décès ne va pas continuer à augmenter, qu'il va commencer à se stabiliser. Mais d'après les experts, le nombre de décès dus au Covid-19 a quand même baissé en Europe. Il avait baissé, mais malheureusement, dans les 2-3 dernières semaines, il recommence à augmenter. C'est ça qui est assez dangereux. Et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement français, mais les gouvernements européens en général, ont eu recours à nouveau à un certain niveau de confinement. Et ils ont tous dit, d'ailleurs le président Macron l'a souligné récemment, que si la situation s'aggrave et que le nombre de décès continue à augmenter et devient alarmant, on peut avoir recours à un confinement total à nouveau. C'est pas encore à l'ordre du jour, mais c'est tout à fait envisageable si les chiffres ne se stabilisent pas. À quoi sont dus ces décès, à votre avis? Au manque de soins médicaux ou bien à la fragilité de la santé des citoyens, ou bien au froid? À quoi exactement? Écoute, c'est normal que pendant la période de froid, on va dire, donc en hiver, que déjà le nombre de décès liés à la grippe normale qu'on connaît chaque année s'élève. Et il y avait déjà, en 2018, on avait vu
qu'il y avait un grand nombre de décès anormaux, c'était avant la Covid, qui dans les hôpitaux français, qui n'étaient pas équipés pour avoir suffisamment de lits, et on voyait déjà des personnes décédées parce qu'il n'y avait pas suffisamment de lits pour les traiter pendant la période d'hiver. Donc si on ajoute à cela un virus comme le Covid dont les symptômes, ça ressemble beaucoup à une grippe très très forte. Donc on peut comprendre que le nombre de décès naturellement augmenterait pendant la période d'hiver malheureusement. Mais je pense que oui, il y a aussi ce manque de moyens, ce manque de mise en place de l'infrastructure nécessaire à faire face au Covid. Si je compare à la Chine, qui est un pays qui est à la fois beaucoup plus grand, beaucoup plus peuplé, mais qui a aussi des moyens, ils ont mis en place des hôpitaux, on va dire presque de guerre, des hôpitaux de campagne, avec l'équipement qu'il fallait, des appareils respiratoires, pour venir au secours des populations au plus proches de là où ils sont. Et peut-être que en France et en Europe, on pourrait avoir recours à ce type d'intervention dans lequel des hôpitaux sont construits dans des terrains pour pouvoir accueillir les personnes qui seraient malades, pour pouvoir les traiter en dehors des hôpitaux avec l'équipement qu'il faudrait temporairement, et puis les démanteler lorsque la pandémie passerait. Et pour les vaccins, ne parle-t-on pas de vaccins actuels pour le moment en France ? Non, pas pour le moment, c'est toujours en cours de test. Donc on est en période de test final. On espère que les résultats des tests seront positifs, qu'ils seront à la hauteur des espérances, mais il ne faut surtout pas s'engager trop tôt dans la distribution non contrôlée d'un vaccin dont les effets secondaires ne seraient pas très bien surveillés et connus. On ne peut pas traiter un mal par un autre mal. Donc c'est pour ça qu'il faut malgré la pression que les gouvernements ont pour mettre en place les vaccins, il faut quand même prendre le temps de bien les tester, s'assurer qu'il n'y ait pas d'effets secondaires, et aussi mettre en place une stratégie de distribution du vaccin. Quand on a plusieurs milliards d'habitants sur Terre et qui tous ont besoin d'être vaccinés, qui seront vaccinés en premier lieu, qui sont les plus fragiles, qui en ont le plus besoin, comment on peut faire en sorte qu'ils aient accès au vaccin assez rapidement. Donc c'est quand même une décision assez importantes, stratégiques et humaines à prendre, qui ne sont pas toujours faciles. Docteur Bessem Omar, vous êtes économiste. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on se retrouve dans quelques secondes. Une petite pause. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté au deuxième sommet de la coordination africaine. À la table de ce sommet, bien entendu, était le développement économique en Afrique et aussi la situation en Afrique face au Covid-19. Un reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part jeudi dernier par visioconférence au deuxième sommet de coordination entre l'Union africaine et les rassemblements économiques régionaux au niveau continental. Ce sommet a principalement porté sur l'examen des défis imposés par la pandémie du coronavirus dans les pays africains, sur les efforts de complémentarité continentale et régionale, ainsi que sur le renforcement des mécanismes de l'action africaine commune, dont le but de dépasser les conditions actuelles. Le président el-Sisi a, dans son allocution, mis l'accent sur les efforts de complémentarité régionale difficiles à traiter séparément, des marchés et des démarches de développement des réseaux d'infrastructures et d'énergie au niveau africain. Ceci s'avère important dans le cadre de la circulation de personnes et des biens, a-t-il souligné, ce qui exige le renforcement des chaînes de contact et le transfert des données et des informations dont le but d'assurer un climat propice et réaliser le plus haut niveau de complémentarité économique. En dépit des impacts négatifs du Covid-19 sur la communauté internationale, notamment en Afrique, les défis nous ont poussés à renforcer, à faire bloc face aux enjeux et renforcer notre action africaine commune pour consacrer nos énergies et trouver des solutions efficaces et innovatrices, renforçant la santé publique face aux pandémies, a souligné le président el-Sisi.
Il a ajouté que l'Égypte a tenu à être sur le devant de la scène africaine et à être leader au niveau des contributions qu'elle présente aux autres, en assurant les aides médicales et les équipements de laboratoire tout en transférant les expertises techniques aux pays africains, en plus des contributions égyptiennes au Fonds africain de lutte contre le Covid-19 et au Centre africain de lutte contre les maladies et les pandémies. Le chef de l'État a ensuite jeté la lumière sur le rapport mettant au clair la grande différence entre les niveaux de performance des rassemblements économiques régionaux, ainsi que les différences entre les progrès réalisés sur le plan des axes d'inclusion financière et commerciale, d'où l'importance du rôle de l'Union africaine dans l'appui qu'il faut apporter à ces rassemblements. Il a à cet effet réaffirmé l'importance du rôle axial du NEPAD pour la mobilisation des ressources financières permettant de mettre en place des projets continentaux pionniers sur l'agenda 2063 de l'Afrique. Le président Sisi a également appelé à suivre sérieusement les négociations sur l'accord de libre-échange continental afin de le concrétiser et de réaliser le rêve africain commun. Et pour parler de cela plus en détail, nous avons en ligne M. Nadim Samna, expert en planification. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on vient de le voir dans ce reportage, la coordination africaine est bien entendu importante pour réaliser un développement économique. Peut-on parler d'un développement économique vraiment concret, ne serait-ce que durant les 3 ou 4 dernières années en Afrique ? Il y a bien sûr eu beaucoup de progrès. On voit même pendant la présidence de l'Égypte de l'Union africaine, il y a eu un certain nombre de conférences en Chine, en Russie, en Allemagne, en Angleterre sur l'investissement en Afrique. Donc le fait de présenter l'Afrique comme un seul bloc aux investisseurs, en tout cas aux pays qui sont susceptibles d'investir en Afrique, c'est en soi c'est un progrès par rapport à, on va dire, aux années d'avant. Et on voit aussi émerger des projets continentaux comme l'axe routier Alexandrie-Cape Town, et qui montrent la volonté des pays africains de se coordonner, de se complémenter pour progresser ensemble. Bon, est-ce que vous pensez que les différents pays africains travaillent vraiment actuellement ensemble en coordination ? C'est difficile de dire, c'est très... on n'a pas de mesure pour définir quel est le degré de coordination entre les pays africains. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des initiatives. Ces initiatives représentent un progrès par rapport à il y a 5 ans ou encore un peu plus loin. Est-ce que c'est suffisant ? On peut dire non, pas suffisant, parce que l'Afrique manque encore de beaucoup de progrès, beaucoup d'investissements. Mais c'est sur la bonne voie. L'un des sujets importants débattus durant ce sommet était la complémentarité économique entre différents pays africains. Qu'est-ce qu'on entend par cela et comment cela pourrait se réaliser ? C'est très simple. Chaque pays dispose de certains atouts, certains avantages. Que ce soit l'abondance de terres fertiles ou la pluie ou certains minéraux ou certains savoir-faire ou le fait d'avoir accès à des mers. Le fait d'avoir une complémentarité entre ces différentes ressources, ces différents avantages, ça permet de maximiser le profit pour les pays africains. Parce qu'on a, par exemple, un pays qui est à l'intérieur des terres, mais qui dispose de terres fertiles, il peut avoir une complémentarité avec un pays, on va dire, qui a accès à la mer ou à l'océan pour distribuer ses produits. Comme ce que l'Égypte entendrait faire actuellement avec le Soudan. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a un regain on va dire un réchauffement des relations entre l'Égypte et le Soudan. On voit qu'il y a beaucoup de discussions de projets communs et disons le Soudan demande de l'aide de l'Égypte et en même temps l'Égypte peut profiter aussi de la complémentarité avec le Soudan
Le Soudan a beaucoup de terres, beaucoup d'actifs qui sont aujourd'hui inexploités. Et le fait de partager le savoir-faire permet de maximiser le profit ou l'intérêt pour le Soudan. Et le Soudan, c'est aussi l'apport de l'Afrique pour l'Égypte. Donc il y a vraiment beaucoup d'intérêt à ce que les pays africains travaillent ensemble. Mhm. Une question importante aussi a été abordée lors de ce sommet et le libre-échange continental. Est-ce que vous pensez que cette idée pourrait contribuer effectivement au développement de l'économie en Afrique? C'est certain que le libre-échange est un avantage. Ça a bien marché pour l'Europe. Le principe de libre-échange est un principe fondateur de l'Union européenne. Aujourd'hui, il existe plusieurs groupements, donc, par exemple comme ISA ou les groupements en Afrique de l'Ouest, qui permettent de favoriser les échanges des pays voisins. Donc, on ne paye pas de taxes, donc on préfère acheter des produits du voisin au lieu de les acheter, on va dire, un peu plus loin. Ça permet de développer l'industrie ou les produits des pays voisins. Et en plus, on va dire les pays qui sont un peu plus lointains, qui sont un peu plus industriels, qui ont une industrie un peu plus efficace, qui ont des coûts de production plus bas, se retrouvent désavantagés. Et petit à petit, l'industrie naissante dans les pays africains permettra de rattraper son retard et d'augmenter son efficacité grâce à un accès à un marché un peu plus grand. Qui est le marché africain. Bon. Dernière question, comment est-ce que le Covid-19 a pu influencer l'économie du continent noir? Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de l'Afrique. Alors, je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est l'avantage démographique de l'Afrique qui est actif face au Covid-19. L'Afrique, c'est un continent jeune et on sait que les jeunes supportent plus au mieux le Covid-19. Et moi, ce que je vois, c'est le facteur coordination entre les pays africains face à l'incertitude qu'est le virus du Covid-19. On voit que beaucoup de pays africains ont partagé leurs connaissances, ont partagé les résultats de ce qu'ils ont trouvé sur leur population. Et le fait de se coordonner, même si ce n'est pas un sujet purement économique, malgré même il y a eu des échanges aussi économiques sur les plans de simulation et le partage de l'expérience de chaque pays. C'est on va dire, c'est une bonne voie. Ça permet d'installer aussi des relations personnelles, d'augmenter le niveau de confiance entre les dirigeants des pays africains pour par la suite proposer ou envisager des projets de plus grande envergure et qui permettent vraiment de faire le bien pour toute la population africaine. Monsieur Nadim Samna, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite.
aussi, le président de la République a tenu une réunion avec le Premier ministre et un nombre de ministres concernés pour étudier la mise en place du nouveau système des assurances sociales. Voyons ensemble ce reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information Dr Amr Talat, la ministre de la Solidarité sociale Nevin Al-Qabbeg, le chef de l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration Dr Saleh Al-Sheikh, le conseiller du président de la République pour les affaires financières Mohamed Amin, le directeur du département des systèmes d'information des forces armées Yasser Abou Mandour et le président de l'autorité nationale des assurances sociales Gamel Awed. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, la réunion a porté sur le développement de l'autorité nationale des assurances sociales et elle s'est focalisée également sur les réseaux de protection sociale pour les catégories les plus méritantes et les moins défavorisées. Dans ce contexte, le président El-Sisi a donné ses directives pour le développement électronique global et la modernisation de l'autorité nationale des assurances sociales pour suivre le rythme de la transformation numérique. Le chef de l'État a également ordonné d'intensifier la coopération entre l'autorité nationale des assurances sociales et l'autorité postale. La réunion a également abordé les efforts déployés pour renforcer le réseau de protection sociale grâce à un certain nombre de programmes qui soutiennent principalement les groupes les plus nécessiteux. Et pour parler de cela plus en détail, nous avons en ligne Dr Rami Fahim, économiste. Bonsoir docteur. Bonsoir, comment allez-vous? Donc docteur, comme on vient de le voir, le président accorde une grande importance à la qualité de vie du citoyen égyptien. Beaucoup de programmes ont été mis en place. On a aussi assisté au système d'assurance médicale et actuellement on assiste à la création du système des assurances sociales. En quoi cela va consister? Docteur Fahim? Allô? Oui, docteur Fahim, vous m'entendez? Je vous entends très bien maintenant. Oui, là vous m'entendez? Mais je vous entends maintenant, oui. Bon, alors je répète ma question. Comme nous avons pu le voir, le président de la République accorde une grande importance à la qualité de vie du citoyen égyptien. Plusieurs programmes ont été mis en place et à présent, le gouvernement est en train d'étudier la mise en place d'un système d'assurance sociale. Parlez-nous un petit peu de ce système et comment est-ce qu'il va fonctionner, qui il va concerner. Toujours quand il y a des problèmes économiques dans n'importe quel temps, le problème c'est qu'il y a un manque de l'argent, de monnaie dans le marché. Ce problème-là, si on parle en économie, c'est qu'il y aura des problèmes pour les gens qui achètent la marchandise. Dans ce cas-là, il y aura des problèmes de production même. Alors, en économie, on doit pouvoir rembourser, donner de l'argent pour les gens ici en Égypte, pour qu'ils puissent acheter des produits pour pouvoir réussir à améliorer la production et améliorer les achats de la marchandise en Égypte. Donc, docteur, ici, vous parlez du pouvoir d'achat du citoyen égyptien, n'est-ce pas? Donc, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Bien sûr, c'est ce que je pense de ça. Oui, et comment est-ce qu'on va l'augmenter? Mais si il y a de l'assurance sociale, si on arrive à améliorer les revenus et donner de l'argent aux
citoyens qui sont en tout cas dans la catégorie de C et D. Alors ici, on améliore la puissance d'acheter. On parle de la base de plus de 45 à 50% de gens de l'Égypte. On parle d'à peu près de 40 millions de personnes. 10 millions plus leur famille, qui va arriver à 40 millions de personnes. Et on doit améliorer la qualité de vie pour les gens ici en Égypte. Vous savez, l'Égypte, depuis 2015-2016, on a essayé d'améliorer l'infrastructure et c'était la vraie force de l'Égypte, la vraie force de l'économie égyptienne pour pouvoir améliorer l'économie, pouvoir améliorer la production, pour pouvoir améliorer les usines, les terres, si on parle d'électricité, des quais, pour pouvoir améliorer toute l'économie égyptienne. Donc là, vous parlez essentiellement, docteur, d'améliorer le pouvoir d'achat pour pouvoir améliorer le développement économique en Égypte. Mais le citoyen égyptien, compris dans ce nouveau système justement d'assurance sociale, de quoi il va bénéficier? Juste d'une somme d'argent? C'est pas simplement la somme d'argent, c'est on améliore la vie elle-même. Si je dépense 1000 livres égyptiennes, je dépense de l'argent pour acheter de la viande. Si je dépense de la viande, alors le boucher va avoir de l'argent, il va pouvoir acheter plus de veaux et de tout cela. Cette puissance d'argent, ils vont essayer d'améliorer l'agriculture, pouvoir faire manger aux veaux et aux animaux. Alors, on améliore toute la vie. Vous savez, comme ça, on appelle qu'il y aura une augmentation de 9,8 fois l'argent qui se dépense. 7000 livres, de 1000 livres là, ça coûte plus que 10 000 livres dans le marché. Alors, oui, tout à fait, ça c'est sûr. C'est vraiment sûr, mais la question ici, c'est est-ce que l'État va continuer à donner ces sommes d'argent qui sont quand même gigantesques à ses citoyens d'une manière durable? À un tel point qu'on arrive jusqu'à que le marché s'améliore. Le problème, c'est qu'il y a un problème international, c'est un problème dans le monde entier. On a plusieurs problèmes. Il y a un problème économique, il y a le problème de Covid-19, de santé, il y a plusieurs problèmes. Alors ici, l'Égypte, elle essaie de pouvoir améliorer la vie et pour pouvoir faire une case de défense pour les citoyens égyptiens, pour qu'ils puissent avoir la puissance de vivre et de survivre même dans cette époque-là, dans ce temps-là, jusqu'à ce que ces problèmes passent, et que les gens puissent suivre sur le terrain pour pouvoir faire de l'argent jusqu'à ce temps-là. On essaye d'aider dans les temps difficiles. Quand ça va se passer, on n'aura pas besoin de faire ce genre de défense. Et outre ces indemnisations, docteur, est-ce qu'il y aura par exemple des projets, des petits et des micro-projets vraiment durables? Bien sûr. Vous savez, maintenant, si on regarde dans les terrains de l'investissement en Égypte, il y a plusieurs sociétés de microfinance qui sont dans le marché pour aider les petits finances. Au lieu d'aller dans les banques et d'avoir, vous savez, maintenant dans les banques, c'est pas si facile d'avoir avec de gros intérêts. Alors, ils essaient avec le microfinance pour pouvoir
qu'on essaye de baisser les taux d'intérêt avec les banques pour pouvoir faire des investissements, de petits investissements de microfinance pour que le marché essaye de s'améliorer. On l'espère bien. En tout cas, docteur Rami Fahim, c'était un plaisir de vous avoir en ligne. Et ainsi, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. Agréable moment avec la suite de nos programmes pour la section anglaise. Quant à nous, on se retrouve demain avec nos programmes en langue française et on se retrouve le soir avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir. الشكر كمان للقوات المسلحة وللشرطة المدنية ولكل قطاعات الدولة التي تعمل على مدار الساعة. المهم ان احنا نعبر بفضل الله من هذه الأزمة. إننا جميعا سنحافظ عن سيادتنا. نحن نؤمن بحقنا في الحياة ونحن نؤمن بحقنا في وطننا. إننا قتلنا وسوف نقاتل تحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67. إن مطلبنا في الحرب معروف، لا حاجة بنا لإعادة شرط. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد. إلى الأمام. لازم نبني بلدنا بإيدينا، بعرقنا، بصبرنا، بتحملنا. المصريين أرادوا بجد إن هم يغيروا الواقع بتاعهم. أكتوبر 73، بقاء شعب ونماء أمة.